Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un ou une passionnée de lecture. Cet après-midi, nous recevons une grande dame martiniquaise. Nous disons bonsoir à... Ludovic, tu as beaucoup trop de paroles gentilles et élogieuses à mon égard. Donc, bonsoir. C'est juste la vérité. Merci beaucoup et puis bonsoir à toutes et à tous et puis merci de nous faire le plaisir de nous écouter et donc c'est avec toujours un plaisir que je reviens dans votre émission et avec le serviteur zélé et toujours, je dirais à l'heure, Ludovic. Merci Ludovic. Alors, vous avez vu, elle ne s'est même pas présentée. Donc, vous avez reconnu Marie-Laurence Delors. Donc, comme d'habitude, j'imagine avec elle, nous allons pas seulement réfléchir, mais analyser, disséquer nos comportements, nos habitudes. Oui, donc, nous interroger. C'est vrai, Ludovic. Nous avons l'eau à la bouche. De quoi voilà. vas-tu nous parler? J'ai choisi d'être plus proche de ce que nous vivons, à savoir la question du politique. Je dis ça parce que souvent, on a du mal à saisir le réel et justement, le philosophe est là pour nous interroger. Et pourquoi j'ai choisi Cornelius Castoriadis? C'est parce que justement, lui, c'est un penseur d'aucune chapelle. Parce qu'il y a des chapelles marxistes, il y a des chapelles léninistes, trotskistes. Il a toujours refusé tout esprit de chapelle. Et c'est un penseur de la globalité. Autrement dit, il est d'origine grecque, il est né en 1922, donc il a commencé très jeune à militer. Et comme il aime à dire, à 6 ans, il a vu son père aller manifester avec un fusil et son père qui est un bourgeois marchand de tissus, sa mère qui était de la société bourgeoise de l'époque, d'accord? Donc ensuite ils sont partis en France et il est tombé amoureux de la France, d'accord? Il s'est marié à une Italienne et c'est un homme qui a touché un petit peu à tout. Il était économiste, philosophe et psychanalyste. Et donc, psychanalyste parce qu'il a perdu sa mère très jeune. Il n'avait même pas 15 ans quand il a perdu sa mère, qui est morte de la syphilis. Et donc, il a beaucoup souffert. Il a accompagné sa mère. Donc, ce qu'on appelle un aidant. D'accord? Et donc, résultat du compte, ça lui a forgé beaucoup de choses. À 15 ans, il rentre déjà au Parti communiste grec. 15 ans. Donc, il était curieux et donc lisant tout le temps. Et donc, il a très vite quitté ce parti. Pourquoi? Parce qu'il a bien vu que c'était ce qu'il reprochait aux communistes, c'était leur totalitarisme. Alors, il faut bien comprendre ce qu'on entend par totalitarisme. Dans le totalitarisme, ce n'est pas simplement de la dictature. Dans le régime totalitaire, on a l'idéologie. L'idéologie repose sur la volonté du chef. Que ce soit Mussolini ou autre, c'est la volonté du chef qui compte. Et ajouter à ça la terreur. La terreur, ce n'est pas la peur. La peur, je l'identifie. Je sais pourquoi j'ai peur. J'ai peur du papillon, dit le poète. Bon. Donc, mon petit papillon jaune, non, d'accord. Donc, la peur, j'identifie l'objet de la peur. Et j'aurai une conduite adaptée pour me soustraire à la peur. Si j'ai peur des ravets, bon, je vais me cacher, je vais faire comme si le ravet n'est pas là, et bon, je vais utiliser une stratégie. Mais dans la terreur, et je peux, dans la peur, même si ma liberté est extrêmement limitée, dans la sphère privée,
je peux aménager un espace de liberté. Dans le régime de la terreur, ce qui est le cas chez les fanatiques religieux de Daesh, il n'y a pas de limite. Autrement dit, la terreur régit non seulement vos comportements dans la sphère publique, mais dans la sphère privée. Et c'est ça le régime de la terreur. La terreur organise la vie privée des individus. C'est le gouvernement qui décide, bon ben voilà, par exemple, la dernière trouvaille pour les talibans, c'est que les femmes ne doivent pas se voir ni chuchoter ensemble. Voilà. Donc c'est interdit de rire chez vous, entre femmes, etc. Donc ça, c'est le régime de la terreur. Donc la peur, bon, on s'adapte. La terreur, on est totalement nié. Donc il a refusé le Parti communiste pour ça. Et c'est pourquoi il sera un fervent. Il va interroger et critiquer le marxisme, le trotskisme, toutes ces idéologies en réalité qui ne permettent pas l'autonomie de l'individu. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une différence entre l'autonomie et l'hétéronomie. Dans l'hétéronomie, on va voter pour des représentants. Vous allez vous déposséder de votre capacité d'agir pour élire un individu. Et cet individu, qui est le représentant, c'est pourquoi il était contre les élections représentatives. Il vous disait, bon, ben, et bien voilà, vous allez faire que vous élisez quelqu'un et vous allez lui confier, vous lui faites confiance, vous allez lui confier votre capacité d'agir pendant 6 ans sans contre-pouvoir. Et il fait ce qu'il veut. Donc là, il dit, il y a un problème dans cette démocratie représentative. Parce qu'en réalité, celui à qui vous avez délégué votre capacité d'agir et de décider, il fait comme il a envie. C'est pas ce qui se passe. Il fait comme il a envie. Et comme il a envie, c'est selon ses intérêts. Donc, il dit, celui qui, si vous décidez de qui va décider, vous n'êtes déjà pas libre. Mais oui, parce que décider, c'est vous-même qui devez décider. Et la véritable autonomie, justement, c'est décider pour nous-mêmes et collectivement. Parce que quand on regarde bien le mot autonomie, l'étymologie, ça fait auto, moi-même, nomos, c'est la règle. Autrement dit, un individu autonome accepte la règle qu'il a lui-même choisie. Autrement dit, la règle, c'est quoi? C'est la limite. Et de quoi souffrent nos sociétés, déjà en 1996 et bien avant, de l'absence de limitation. C'est ça, l'insignifiance. L'insignifiance, c'est quand les sociétés sont incapables de s'auto-limiter, où on est dans une forme de futilité vide, où on est dans une forme, on va dire, de frénésie de consommation, où on est dans une expansion illimitée. D'accord? Expansion illimitée, et aussi dans la bêtise pompeuse. Voilà, c'est ça, parce que finalement, comme on ne connaît rien, et comme on ne veut pas comprendre, qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît pas tout. Moi, je ne connais pas tout, hein. Mais au moins, on interroge. Et la bêtise vient du fait que le défaut et le refus de l'interrogation. Parce que ce n'est pas quelque chose de négatif, la bêtise. C'est la preuve négative que je suis intelligent. Je dis toujours à mes élèves que quand on vous traite d'imbécile ou d'idiot, il faut pas donner un coup. Vous dites, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que si je suis idiot, ça veut dire que j'ai la capacité d'être intelligent et que je le suis. Et que je peux décider, seul homme peut décider volontairement de se montrer idiot. Et on le voit. On n'est pas idiot comme ça, c'est parce qu'on a décidé et parce qu'on a des désirs tellement importants qu'on refuse la frustration. Parce que qu'est-ce que la frustration? C'est différer ses désirs.
Autrement dit, aujourd'hui, on prend la frustration comme quelque chose de négatif. Et pourtant, il y a un proverbe créole qui a dit nous, c'est pas là au fond qu'on mettait qu'on a où on le dit fait. Autrement dit, ce proverbe-là dit quoi? Il y a un délai. Si vous pour manger un bagage, c'est pas à midi ou qu'il dit, depuis on l'entame, qu'est-ce qu'on mange? Donc, depuis 10 heures, depuis 8 heures, on regarde ça, on mange ça, on prépare. Donc, la frustration, c'est l'intériorisation de la limite. Or, justement, ce qu'il interroge dans les sociétés, c'est l'incapacité à nous auto-limiter. Et voilà ce qu'il dit dans un entretien, ce qui caractérise le monde contemporain. Bien sûr, les crises, parce qu'il y a eu des crises partout. On fait comme si la crise, c'est quelque chose de... si on lit les mémoires de De Gaulle, et qu'est-ce qu'il dit? Il y a plus de périodes de crise que de périodes de non-crise. Donc, on dira que c'est une normalité, la crise. Pourquoi? Parce que les sociétés se font et se défont. Les sociétés ne sont pas éternelles, elles sont instituées par l'homme. Quand les gens me disent la société libérale, mais c'est nous qui l'a fait. On refuse le libéralisme économique, mais on adopte sa morale. Autrement dit, faut qu'on plus fort, faut qu'on devant, toujours devant, le restant toujours derrière. Et on a adopté le plus gros, mange le plus petit. Il faut être le premier à l'école, parce que si tu as qui dit 10, et qu'arrive à 15, oh là, il y a un problème là. Madame, vous lui avez donné un exercice là, attention, vous allez donner un exercice supplémentaire, il a refait le devoir, attention, il va me rattraper. Ce que je dis là, c'est une réalité. Oui, je confirme. D'accord, oui, bien, d'accord. Donc, autrement dit, la personne est dans soi-disant des valeurs, mais c'est du conformisme, c'est pas une véritable valeur. Parce que celui qui a 10 et qui monte à 15, au contraire, il faut dire bravo. Et donc, c'est ça. Donc, on est dans cette forme de conformisme qui nous empêche d'interroger les valeurs de la société. Alors, voilà ce qu'il dit. Donc, il y a des crises, des contradictions, des oppositions, des fractures, c'est-à-dire des divisions. Mais ce qui me frappe surtout, c'est l'insignifiance. Alors, il prend un exemple d'insignifiance dans le domaine politique. Prenons la querelle entre droite et gauche. Elle a perdu tout sens. Encore aujourd'hui. Ah, il l'a dit déjà à l'époque? Oui, 1996. Ah, d'accord. Mais les gens regardent. Mais on voit quelle différence. Je vais pas tuer les gens, je ne dirai pas la différence. Les gens savent. Les uns et les autres disent la même chose. D'accord? Depuis 1983, les socialistes français ont fait une politique. Puis Balladur a fait la même politique. Les socialistes sont revenus, ils ont fait avec Pierre Bérégovoy la même politique. Monsieur Balladur est revenu, il a fait la même politique. Chirac a gagné les élections en 1995 en disant « je vais faire autre chose ». Il a fait la même politique. Voilà. D'accord? Donc, tu regardes. C'est parce qu'ils se chapellent. Ils savent bien qu'ils sont ensemble tous les... en commission. Les gens ont bien compris. Ils ne sont pas idiots. C'est pourquoi ils ne vont pas voter. D'accord? C'est tout. Ils se disent, on ne me prend pas pour un con. D'accord? Donc, il continue dans cet entretien à dire, les responsables politiques sont impuissants. Autrement dit, eux-mêmes, ils construisent leur propre impuissance. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est suivre le courant. Suivez mon regard. C'est-à-dire appliquer la politique libérale à la mode. Les socialistes n'ont pas fait autre chose une fois revenus au pouvoir. Ce ne sont pas des politiques, mais des politiciens au sens de micro-politiciens. Des gens qui chassent les suffrages par n'importe quel moyen. Ça fait 30 ans qu'on dit ça. 30 ans. Voilà. 30 ans. Et puis chaque fois qu'on dit ça là, on dit « Ah, inédit, nouveauté ». Mais non, la société, elle est ce qu'elle est. Il y a toujours une base
du passé qui n'est pas seulement le passé de l'esclavage. Il y a le passé des institutions. C'est ça qu'on ne comprend pas. L'histoire, c'est pas, ça se réduit pas à l'esclavage. C'est le passé des institutions. Et ça qu'il dit, c'est qu'il faut replacer la société dans toute son histoire et dans toute son évolution. Alors, il dit ensuite la chose suivante. Des gens qui chassent des suffrages par n'importe quel moyen, ils n'ont aucun programme. Leur but, c'est de revenir ou de rester au pouvoir. Et pour cela, ils sont capables de tout. Alors, il y a un lien intrinsèque, c'est-à-dire inséparable, entre cette nullité de la politique, parce que c'est ça l'insignifiance, combat de bouche, etc. Et voilà, c'est ce qu'il appelle l'insignifiance. Nullité, ce devenir nul de la politique et cette insignifiance dans les domaines de l'art, de la philosophie, puisque les gens se chamaillent dans des chapelles, je suis ceci, je suis cela. C'est l'esprit du temps, déjà, il dit ça. Tout conspire, c'est-à-dire tout concourt à étendre les signifiances. Et un peu de cynisme, ça ne fait pas de mal, d'ironie. La politique, c'est un métier bizarre, parce qu'elle présuppose deux capacités qui n'ont aucun rapport intrinsèque. C'est-à-dire que ce sont des qualités qui sont séparables. La première, c'est d'accéder au pouvoir. Mais si on accède au pouvoir, on peut avoir les meilleures idées du monde, cela ne sert à rien, ce qui implique un art de quoi? Un art de l'accession au pouvoir. Mais tous les hommes politiques savent comment se faire élire et accéder au pouvoir. La seconde capacité, c'est qu'une fois au pouvoir, c'est de savoir gouverner. Oui, parce qu'on peut être un tacticien hors pair. On peut mener des campagnes extraordinaires. Trump, il a mené une campagne sur le clash. Oui. Sur le clash, les injures. L'injure est devenue quelque chose de désirable. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je ne dis pas plus. Sur les réseaux sociaux, plus on injurie, mieux ça vaut. L'injure est devenue désirable. Et si tu n'injuries pas, tu n'es rien. D'accord? Donc, il y a quelque chose à voir avec le trumpisme, ce que nous vivons ici. Rien ne garantit que quelqu'un qui sache gouverner sache pour autant accéder au pouvoir. Et c'est ça la difficulté. Dans la monarchie absolue, pour accéder au pouvoir, il fallait flatter le roi. Être dans les bonnes grâces de Madame de Pompadour. Aujourd'hui, dans notre pseudo-démocratie, accéder au pouvoir signifie être télégénique, flairer l'opinion, c'est ça. Et Trump, il était en phase avec l'opinion. Il n'avait pas besoin de faire campagne. Il prenait les mots des gens. Les mots des gens qu'il mettait en forme. C'est tout. Il n'avait pas besoin vraiment d'avoir des communicants. Mais il était dans les masses. Donc les gens n'ont même pas vu qu'il avait 80 ans, qu'il est millionnaire. Donc, mais c'est là où on voit que l'âge, quand on me dit l'âge politique, la preuve, c'est qu'ils élisent. Ils ont élu quelqu'un qui aura plus de 80 ans à la fin de sa mandature, qui espère aller une deuxième fois en changeant la Constitution peut-être. On verra. Ça, c'est pas gagné. Oui, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Je ne sais pas si on va le suivre. Donc, je dis pseudo-démocratie parce que j'ai toujours pensé que la démocratie représentative n'est pas une vraie démocratie. Rousseau disait déjà, les Anglais pensaient qu'ils sont libres parce qu'ils élisent des représentants tous les 5 ans. Mais ils sont libres qu'un jour, le jour de l'élection. Il n'y a qu'à voir comment les gens prennent leur temps pour voter, qui parlent. C'est là, ils ont la conscience d'avoir le pouvoir de faire chuter celui qui est en place ou pas. Donc, ils en sont conscients. Non pas
que l'élection soit pipée, non pas qu'on triche dans les urnes. C'est très difficile aujourd'hui de le faire. Elle est pipée parce que les options sont définies à l'avance. Personne n'a demandé au peuple sur quoi il veut voter. On lui dit voter pour ou contre Maastricht. Ce n'est pas le peuple qui a élaboré ce traité. Il y a une merveilleuse phrase d'Aristote qui définit la citoyenneté. On peut définir la citoyenneté de deux manières. Et j'insiste dessus parce qu'il y a une manipulation des mots. Aujourd'hui, on parle de mouvement citoyen. Non, un citoyen, c'est quoi? Un citoyen, c'est celui qui participe à l'élaboration de la loi et s'applique la loi. Tu ne peux pas être dans le refus des règles, des refus des limites, et puis croire que tu es citoyen. Le citoyen a conscience de ses limites. Et il va plus loin, il dit, qui est citoyen, Aristote? Un citoyen, celui qui est capable de gouverner et d'être gouverné. Autrement dit, pour savoir gouverner les autres, il faut que tu sois soumis, que tu apprennes déjà à te soumettre aussi. Si tu ne te soumets à aucune règle, tu ne peux pas être un bon gouvernant. Il y a des millions de citoyens en France. Pourquoi ne seraient-ils pas capables de gouverner? Parce que toute la vie politique vise précisément à leur désapprendre et à les convaincre qu'il y a des experts à qui il faut confier les affaires. Il y a donc une contre-indication à la politique, alors que les gens devraient s'habituer à exercer toutes sortes de responsabilités et à prendre des initiatives. Oui, on peut prendre des initiatives. Tu as envie de faire ça, et bien voilà, l'initiative est, bon, ben je vais monter une coopérative, etc. Ou bien je vais vendre le trop-plein de mon petit jardin, donc est-ce qu'on me donne la possibilité, etc. Tu as des initiatives. Et c'est là où on voit que ce qu'il dit est éminemment, après 30 ans, éminemment, je dirais, d'actualité. D'accord? Et il continue, il dit, il s'habitue à suivre ou à voter pour des options que d'autres leur présentent. Et comme les gens sont loin d'être idiots, le résultat, c'est qu'ils croient de moins en moins et qu'ils deviennent de plus en plus cyniques. D'accord? Donc, bon, si c'est comme ça, ils disent, bon, le cynisme, c'est dire, bon, vous avez fait quoi? On a choisi ça. Et le cynisme peut aller jusqu'à voter pour des extrêmes droites. C'est ça, le cynisme. Autrement dit, on va pas connaître, eh bien, il ne peut pas faire plus ou moins qui j'ai depuis des années. Nous pas jamais, oui, mais nous essayons. Donc, c'est ça, l'attitude cynique. Et par le cynisme, on peut faire entrer, on va dire, le loup dans la bergerie. Et c'est comme ça que... Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est qu'il faut que les gens apprennent à penser. Et penser, c'est pas comme si on est dans la caverne et puis il y a des ombres là et puis il faut rechercher la lumière. C'est pas ça, penser. Parce qu'en réalité, il faut toujours penser qu'on est dans un labyrinthe. Et qu'est-ce qu'un labyrinthe? C'est pourquoi il a dit carrefour du labyrinthe. Le labyrinthe, c'est quoi? C'est un tracé sinueux où il n'y a pas de sortie vraiment, où il peut y avoir des impasses, des fausses routes, des fausses pistes, mais en fait, tu cherches. Penser, c'est ça. C'est-à-dire que tu ne sais jamais ce que tu vas trouver, mais tu vas interroger la nature même des institutions. Penser, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas interroger les institutions et les modes, je dirais, les manières d'être des gens. C'est ça, penser en autonomie. Donc, il dit ça, et il dit que, finalement, la plus grande liberté, c'est d'apprendre aux gens que les sociétés sont instituées
par eux et ne peuvent être modifiés que par eux, non seulement individuellement, même si tu es dans un lieu où il n'y a que des voleurs, tu peux dire non, m'ont pas volé. C'est ça. Mais tu fais l'exception. C'est pas, eh oui, c'est une bande de 40 voleurs, et bien je suis le 41e. Non, je suis le seul. Je suis le seul et ça c'est important de dire que tu n'es pas, même si tu es seul, mais tu es en capacité par toi-même d'avoir fait un choix, non pas par suivisme, non pas par sûreté, sécurité, ça c'est une fausse sécurité. Donc, il n'y a pas de déterminisme social. Non, il n'y a pas, et tu as bien compris, il n'y a pas de déterminisme social. Le déterminisme, c'est quoi? C'est tout simplement dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets, de telle sorte que le résultat sera le même. Autrement dit, dans le déterminisme, il n'y a ni liberté ni choix. On a toujours le choix. On a toujours le choix, y compris le choix de mourir comme on peut et comme on veut l'être. On a toujours un choix, même si le choix est limité. Le voleur me dit la bourse ou la vie, ben, là, je suis sous la contrainte. Parce que même si je lui cède ma bourse, c'est pas sûr qu'il me laisse en vie. Même si je ne lui cède pas la bourse, c'est pas sûr qu'il me laisse en vie. Et donc, c'est lui qui a toutes les clés. Dans la société, on ne peut pas dire que la contrainte est totale. J'ai le choix. J'ai le choix de ne pas aller dans le sens. J'ai le choix d'aller à contre-courant. De faire entendre ma différence, même si je suis seule à faire entendre ma différence, même si tout le monde va me tomber dessus. Autrement dit, il n'y a pas de démocratie sans courage. Et ça, il dit que le faux semblant, les apparences, eh bien, tant qu'on est là-dedans, ben, c'est difficile d'être dans une dynamique d'autonomie. Alors, je choisis à la page, donc on retient qu'il s'agit d'instituer l'autonomie des individus dans une démocratie qu'il veut participative et non représentative. D'accord? Et dans le livre, à la page 109, édition Essai, Le Point, alors, il y a un journaliste qui lui pose la question sur l'Occident. Quel est le rôle de l'Occident? J'ai tenu à lire ça parce que j'entends tellement de choses. Alors, la question est la suivante. Quelle est, dans cette évolution, de la fameuse culpabilité de l'Occident? Dans l'histoire de l'Occident, c'est lui qui répond, il y a accumulation d'horreur contre les autres tout autant que contre lui-même. Ce n'est pas le privilège de l'Occident. Qu'il s'agit de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique, avant la colonisation, ou les Aztèques, il y a eu accumulation d'horreur partout. L'histoire de l'humanité, n'est pas l'histoire de la lutte des classes. C'est l'histoire des horreurs. Des horreurs, bien qu'elles ne soient pas que cela. Il est vrai qu'il y a une question à débattre, celle du totalitarisme, c'est-à-dire de l'aboutissement de cette folie, de la maîtrise, l'endoctrinement à une échelle extraordinaire. Alors, il poursuit en disant « L'Occident n'a pas le monopole des horreurs. » Alors, il cite l'Iran de Khomeini et il cite aussi les massacres et les horreurs du marxisme-léninisme. Alors, il dit, quand il arrive à la traite, on est capable en Occident de dénoncer le totalitarisme, le colonialisme, la traite des Noirs ou l'extermination des Indiens d'Amérique. Oui. Je n'ai jamais vu les descendants des Aztèques, des Hindous, des Chinois faire une autocritique analogue. Et je vois aujourd'hui les Japonais nier les atrocités qu'ils ont commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Arabes dénoncent sans arrêt leur colonisation.
par les Européens en leur imputant tous les maux dont ils souffrent. C'est le cas de l'Algérie. Mais ces mêmes Arabes ont été réduits en esclavage et colonisés par les Turcs pendant 5 siècles. Oui. Tout à fait. Tout à fait. D'accord? Donc, on arrive à dire que l'Occident, aujourd'hui, est condamné à tous les maux. La civilisation occidentale est cette capacité de se remettre en question, c'est ce qui dit la spécificité de la civilisation occidentale, c'est cette capacité de se remettre en question et de s'autocritiquer. C'est pourquoi il y a une forme de culpabilité. Ben, ce qu'il dit, c'est qu'il faut aussi que tout le monde puisse, quelles que soient les sociétés, qu'elles puissent on va dire, s'auto-interroger. Parce que c'est ça la philosophie. C'est pourquoi pour lui, il va dire, j'ai fait de la psychanalyse, j'ai fait de l'économie, parce qu'il était directeur à l'OCDE, il a fait de l'économie, de la philosophie et de la psychologie, du moins de la psychanalyse, et il n'y avait pas de frontières. C'est pourquoi c'est un penseur de la globalité. Il dit qu'on ne peut pas penser par strates. Un mouvement, il faut l'analyser dans sa globalité, pas par le petit bout de la lorgnette. Tu avais une question? Non, j'allais dire, est-ce qu'on peut faire une comparaison avec les philosophes du XVIIIe siècle, par exemple, où ils n'étaient pas spécialistes de philosophie, mais ils étaient en arithmétique, en Oui, sciences. tout à fait. Pascal, par exemple. Descartes, par exemple. Ceux qui me viennent à l'esprit. Oui. Leibniz, par exemple. Beaucoup de philosophes. Autrement dit, ils ont fait des mathématiques, de la philosophie. Et je crois qu'aujourd'hui, on compartimente le savoir. Or, il faut justement ouvrir le savoir. C'est pourquoi Castoriadis, dans l'histoire de la pensée en France, on a tendance à l'oublier parce qu'il n'appartient à aucune chapelle. Il est inclassable, par définition. Ce qui veut dire qu'il est en marge. Comme il est en marge, l'esprit n'aime pas ce qui est en marge. D'accord? Et donc, tout ce qui est en marge, on a tendance à l'écarter. Oui. Puisqu'on ne peut pas classer, puisque nous, on aime bien les boîtes. Ah oui. On aime bien classer les gens. Celui-là, c'est là, il se met là, voilà. Et donc, pourquoi? Parce que c'est rassurant. Oui. C'est rassurant de hiérarchiser et de classer. D'accord? Donc, et ça, justement, il dit que c'est absurde, tous ces classements. Tu voulais dire quelque chose? Non, ce sont des habitudes, je ne sais pas si on pourrait dire naturelles, mais bon, ce sont des habitudes bien ancrées. Et bon, après, c'est le propre de la philosophie de questionner, s'interroger, on fait ça. Pourquoi faisons-nous ça de cette façon? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas envisager autre chose? Oui. C'est pas facile. Et ce n'est pas un hasard que la philosophie naît en même temps que la démocratie. C'est inséparable de la démocratie. Ça naît à Athènes et c'est inséparable du débat contradictoire, pas du combat de bouche, mais de l'interrogation. On s'interroge pour tenter de construire un vrai qui n'est jamais définitif. C'est ça. Il ne peut pas y avoir de la démocratie dans le mensonge, de la manipulation. Sinon, c'est le vide. Sinon, c'est l'insignifiance. Et c'est ça. Sinon, c'est l'insulte on va rendre désirable l'insulte parce que, je suis bien, parce que j'injurie et que je peux enchaîner des chapelets de mensonges et d'insultes. Comme ça, je peux bomber le torse parce que je suis en capacité de faire ça. Et les gens se disent, lui, c'est moi, finalement. Là, moi, quand je joue en arrière, mais mon y a qui moi. Sauf que la vie n'est pas faite d'injures. Il faut interroger ces injures. À quoi elles servent? Ça sert à masquer quoi, justement? L'injure. Oui, je ne donne pas la réponse. Je pense que vous êtes en capacité de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Oui? Non, vas-y. Alors, ce que je voudrais
ensuite bien préciser, c'est que la préoccupation première de Castoriadis, c'est d'instaurer une culture démocratique. Et il dit que dans la culture démocratique, il faut que les citoyens puissent être éduqués à s'interroger. Parce que naturellement, on penserait qu'on s'interroge. L'enfant s'interroge beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on constate le plus souvent? L'éducation a tendance à une éducation fondée uniquement sur la discipline. On va plutôt dire le dressage a tendance à nier l'interrogation. Tu ne dois pas t'interroger, tu dois aller à l'école, c'est tout. Il faut te lever le matin, bon voilà, il faut apprendre les leçons, tu ne sais pas pourquoi, mais il faut apprendre la leçon. D'accord? Sinon, c'est le zéro. Mais ce n'est pas suffisant pour des enfants aujourd'hui de dire ça. Sinon, que tu as zéro. Oui, mais j'ai zéro et après. Si le zéro me plaît. Mais oui, ça peut lui plaire pour embêter les parents. Mais combien d'élèves se disent, bon, ben j'ai zéro, et puis comme ça, mes parents vont s'occuper de moi. Donc ça, c'est la signification. Et ça, tu enseignant, tu vois ça. L'élève qui dit rien parce que tu mets zéro, c'est parce que il est dans une stratégie où il veut secouer ses parents, mais fais attention à moi, tu es là, tu fais tes affaires. Mais oui, donc ça secoue le parent parce que il dit, ah, tu as zéro, ah ouais, ça va pas là. donc lui, il a compris. Il a compris comment faire parce que quand il dit qu'il est malade, non, habille-toi, bon, tu n'es pas malade. Bon, mais quand il a zéro, tout le monde, ça remet tout le monde, toutes les pendules à l'heure. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, je ne veux pas de ça. Mais on est malade? Non, c'est pas un problème. Va à l'école, même avec 39 de fièvre, monter à 40, c'est pas un problème. C'est vrai ça. Oui. Ah, ben tiens, je ferai davantage attention à ceux pour qui le zéro n'effraie pas. Oui. Si le zéro n'effraie pas, eh bien, on doit s'interroger pourquoi. Justement, parce que celui qui ne veut pas le zéro, il est dans une stratégie. Bon, il faut que je me remette en question. Mais lui, celui qui a zéro, trop passif, toujours s'interroger. Alors, donc, on peut préciser encore dans une question concernant la démocratie participative. Est-ce qu'elle pourrait fonctionner aujourd'hui? D'accord? Alors, voilà ce qui répond. Pour ma part, je constate d'un côté l'immensité des tâches et leurs difficultés, l'étendue de l'apathie et la privatisation des sociétés contemporaines. La privatisation des sociétés contemporaines, ça veut dire que les gens se replient dans la sphère du privé. Ils s'investissent peu dans la sphère publique, ne serait-ce pour être bénévole dans une association. Toutes les associations caritatives ont du mal à recruter des bénévoles. Oui. D'accord? C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens se replient sur la sphère privée. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de sécurité. Et donc, où il y a la sécurité, c'est la sphère privée, la famille rétrécie. Pas la famille élargie, non. La famille rétrécie. Le père et la mère, ou la mère et les enfants, ou le père et les enfants. C'est ça, aujourd'hui. Donc, il dit, déjà, la privatisation dans les sociétés. Ensuite, d'un autre côté, on ne peut pas dire que les sociétés occidentales sont mortes, à passer par perte et profit de l'histoire. Nous ne vivons pas encore dans la Rome ou en Constantinople. Il y a des signes de résistance à la démocratie représentative. Les gens luttent ici et par là. Il y a eu en France, par exemple, depuis 10 ans, des coordinations, des livres importants. D'accord? Je peux évidemment pas savoir si tout cela suffit pour inverser la situation. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui ont conscience de la gravité de ces questions doivent tout faire, et faire tout ce qui est en leur pouvoir, qu'il s'agisse de la parole, de l'écrit ou simplement de leur attitude qu'ils occupent, pour que les gens se réveillent de la léthargie
Donc, ce qu'il dit, pour terminer, la démocratie représentative, il faut en finir. Il faut une démocratie participative. Et il ne faut pas cesser de lutter et de s'indigner. Qu'importe, si c'est individuellement, on doit le faire. La démocratie a besoin d'être défendue. Si personne ne la défend, on sera vite dans un état totalitaire, où les gens sont embrigadés dans des réseaux virtuels, à 77 000 personnes dessus, et puis il y a 500 messages dans la journée. 500 messages, vous ne vous rendez pas compte. Les gens sont coincés dessus, là, comme ça. Même au travail, je ne dirais pas où. Ils sont là-dessus. Les automobilistes, dans leurs voitures, dans les parkings, il faut faire attention. Ils roulent, ils regardent. Des adultes, je ne dis pas des jeunes, des adultes confirmés. D'accord? Donc, il ne faut pas cesser ni de lutter, ni de s'indigner. Et face à l'apathie, eh bien, chacun doit prendre ses responsabilités. Merci beaucoup Marie-Laurence sur ces belles paroles. Effectivement, ça nous permet de questionner notre modèle démocratique, participatif, représentatif, les habitudes. Donc, c'est ça. Et en fait, c'est un débat qui a commencé depuis très longtemps. Mais bien évidemment, mais ça fait plus de 30 ans que ce livre a été écrit. D'accord, regardez l'actualité de ce qu'il dit. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai posé la question en quelle année, puisqu'il me semblait que ce n'était pas au XXIe siècle. Donc, comme quoi, il a posé des questions. Oui, comme quoi que tous ceux qui disent que c'est du passé, etc., non. Le passé habite nos sociétés. Et nos sociétés sont informées par ce passé et nous avons à construire un avenir qui n'est pas encore et qui est libre pour nous. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Marie-Laurence. Peut-être on aura l'occasion de poursuivre cet échange avec un autre ouvrage. Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, si comme Marie-Laurence, vous souhaitez nous présenter un ouvrage qui vous tient à cœur, qui nous permet de débattre, d'échanger, vous pouvez le faire. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13, et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt. Oui, merci. Impeccable.